Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour cette conférence virtuelle. Merci à Yves Buffetot d'avoir accepté mon invitation et merci d'assister à cette conférence virtuelle proposée par les Clionautes sur le sujet d'un des sommets où se déroulèrent de violents combats, donc durant la Première Guerre mondiale, le Hartmannswiller Kopf. Donc, il se trouve aujourd'hui en Alsace et plus précisément dans les Vosges. Alors, ce n'est pas une bataille étudiée dans les programmes d'histoire au collège et au lycée. On étudie plutôt Verdun et la bataille de la Somme. Mais ça n'est pas moins une bataille très importante pour montrer le courage des soldats ainsi que les violences physiques et psychologiques qu'ils ont subies. Donc, pour rappel, la conférence va se dérouler jusqu'à 20 heures. Donc, nous aurons une première partie d'une heure avec la conférence de Monsieur Buffetot. Donc, il a réalisé un diaporama pour nous. Et durant cette conférence, vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion. Les micros sont désactivés, mais je vais les réactiver dans la deuxième partie, qui sera les 30 dernières minutes à peu près. Donc là, vous pourrez poser des questions directement à Monsieur Buffetot. Donc, je laisse maintenant la parole à vous. D'accord. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je pense que vous devez voir la première diapo là. Oui. Oui. Donc, la bataille de l'Hartmannswillerkopf, 1 an de combats inutiles et meurtriers. On voit aussi une photo de la couverture du livre que j'ai écrit sur le sujet. Hein, c'est pour ça que je fais la conférence, parce que Maud a lu le livre et puis m'a demandé de faire la conférence. Donc, Hartmann-Sülerkopf, un sommet en enfer, on comprendra pourquoi tout à l'heure. Alsace 1915, ça situe. Ce qu'on voit sur l'image, c'est les soldats allemands du début de la guerre. Ils portent les premiers masques à gaz. C'est intéressant la photo parce qu'on voit les premiers masques à gaz. Et puis le soldat du premier plan, il tient à la main une sorte de raquette. En fait, c'est une grenade, une des premières grenades. Ça se passe dans une forêt, bon, parce que le sommet des Vosges est forestier. Passons maintenant. J'ai fait une petite introduction donc, sur la façon dont l'Alsace s'est retrouvée en Allemagne à partir de 1871. Espérons que ça fonctionne. Alors, il y a 3 dates importantes en 1871. Paradoxalement, avant même que le traité de paix soit signé, le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. Alors voilà une photo, une peinture allemande de l'époque. Les 2 personnages les plus importants sont, je ne sais pas si on voit mon curseur, Oui, oui, très ou bien. à peu près au centre avec une écharpe jaune, c'est l'empereur Guillaume Ier. Et là, à ses pieds, si on peut dire, au pied des 3 marches, en blanc, c'est le chancelier allemand Otto von Bismarck, qui est vraiment l'instigateur non seulement de la création de cet empire allemand, mais aussi, on peut dire, de la guerre de 1870, puisque pour lui, c'était la meilleure façon d'obtenir cette unification. L'Allemagne d'avant 1870 étant une confédération, on va le voir tout à l'heure, j'ai quelques images intéressantes. Alors, le 26 février 1871, c'est la seconde date importante, c'est la signature du traité préliminaire de paix. Alors que les combats se poursuivent encore ici et là, ce qui est assez incroyable. La guerre n'est pas terminée, mais un traité préliminaire est signé. Alors, les combats se poursuivent dans le nord avec le général Federbe, à Bitch, donc en Moselle, avec le commandant Tessier, qui était complètement encerclé, et à Belfort avec le colonel d'Enfer Rochereau, qui lui aussi était encerclé. Le seul qui ne l'était pas, c'était Federbe, mais il était coupé du reste de la France. Alors, le traité est signé par Adolphe Thiers, qu'on ne voit pas sur le dessin, puisque la France est représentée par la République, la toute jeune République,
puisque la guerre de 1870 a été commencée sous le règne de Napoléon III. Donc la toute jeune République se trouve là, ou alors est-ce que c'est une allégorie de la France, puisqu'on ne savait pas encore trop quel régime politique allait être mis en vigueur. On voit qu'elle est menacée de toutes parts, alors elle a un couteau sous la gorge, des espèces de soldats allemands qui maltraitent tout le monde, donc il y a des enfants morts, donc ça signifie que la France n'avait absolument pas d'autre choix que de signer ce traité de paix très défavorable, évidemment. Alors, cette carte est très intéressante. Elle montre le Reich allemand après le traité de Francfort, qui est signé, lui, le 10 mai 1871. On voit à l'ouest, de couleur à peu près orange, il y a marqué Reichsland, Elsass, Lotharingen. Donc, c'est territoire d'empire Alsace-Lorraine, qui a été... ça représente quand même 14 470 km², 1694 communes, et c'était une région très peuplée avec 1 597 000 habitants. La carte est intéressante parce qu'elle montre ce qu'était l'Allemagne de l'époque. En bleu, c'est le royaume de Prusse. Donc l'empereur Guillaume Ier, puis Guillaume II en 1914, sont avant tout rois de Prusse. On voit que c'est absolument immense, puisque ça s'étend de Tilsit. Maintenant, c'est en Russie, hein, ça fait partie de l'enclave de Kaliningrad, la province de Prusse orientale, donc qui est en partie en Russie, en partie en Pologne actuellement, la Prusse occidentale, la Poméranie, etc. Tout ça, maintenant, c'est en Pologne. Et puis après, on voit qu'il y avait une multitude de petites principautés qui se trouvent représentées en couleurs. Donc, alors, il y a des villes libres qui sont les anciennes villes de la Hanse, Brême, Hambourg, etc., qui sont en rouge. Il y a des royaumes qui, même au sein de l'Empire allemand, avaient encore leur roi. C'était, par exemple, la Bavière, le Württemberg. Et puis, il y avait d'autres États qui étaient dirigés par des grands-ducs, le grand-duc de Bade, etc. C'est des personnages qui joueront un rôle, d'ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, mais ce n'est pas du tout le sujet. Hein. Voilà, donc on voit que l'Allemagne était vraiment énorme, c'est un empire gigantesque. On voit qu'il n'y avait pas de Pologne, puisque ça fait partie du royaume de l'empire russe. On voit que l'Autriche englobait complètement la Tchécoslovaquie actuelle. Bon, voilà. Alors maintenant, voilà la frontière de l'Est, qui comprend, enfin, il y a 3 anciens départements français qui ont été annexés. C'est le Haut-Rhin en vert, qui est appelé Haute-Alsace sur la carte, le Bas-Rhin en rose, qui est appelé Basse-Alsace, et puis la Lorraine. Ce n'est pas toute la Lorraine, c'est essentiellement le département de la Moselle, avec quelques parties de la Meurthe, un département qui est supprimé en 1871, puisque est créé à la place la Meurthe-et-Moselle. Certaines parties de la Moselle n'ont pas été annexées, c'est la région de Briey. La France n'a jamais voulu laisser passer parce qu'il y avait du minerai de fer en quantité, et que les Allemands ont déjà récupéré ailleurs 20% du minerai de fer français ailleurs en Lorraine. Que dire? C'est que, ah oui, alors les provinces perdues sont soi-disant celles qui faisaient partie du Saint-Empire romain germanique, soi-disant, parce que bon, c'est 1000 ans avant, et une des raisons avancées par les Allemands, c'est qu'elles sont germanophones, mais ce n'est pas toujours le cas. Et alors, j'ai marqué qu'un des exemples frappants, c'est celui de Metz.
donc qui était la grande capitale de la Lorraine avec Nancy. Enfin, Metz était une ville très importante. C'était une ville totalement francophone en 1870. Et en 1914, quand la guerre éclate, il n'y avait absolument plus personne qui parlait français. Les régions ont été germanifiées complètement. Ah oui, alors je reviens un peu en arrière. On voit en Haute-Alsace, je veux dire, on voit que la frontière passe sur la ligne de partage des eaux. Donc le versant ouest est dans le département des Vosges en France et le versant est est dans l'Empire allemand. C'est une importance pour ce qui va suivre puisque les combats vont avoir lieu essentiellement sur cette ligne de crête. Cette carte montre que d'un seul coup, avec la chute de Strasbourg, de Metz, etc., toutes les grandes places fortes françaises à l'Est ont purement et simplement disparu puisqu'elles sont devenues allemandes. Donc, il a fallu recréer de toute urgence une série de lignes fortifiées. C'est ce qu'on appelle le système serré de rivière, qui est un général qui a créé donc un système fortifié avec, on voit un rideau défensif pour les endroits qui étaient en contact direct avec l'Empire allemand, c'est-à-dire en gros de Verdun à Belfort. Donc il y a des régions fortifiées, Verdun, Épinal, Toul, Belfort, et entre les deux, il y a une série de forts qui se couvrent mutuellement. C'était un travail qui a été long, puisque ça a été commencé vers 1873 et qu'en 1914, c'était certes fini, mais il fallait sans cesse moderniser les forts en raison des progrès qu'avait fait l'artillerie. Il y a 3 zones en vert, flèche verte, qui sont marquées trouées. C'est des endroits où il n'y a pas de défense, parce que le principe, c'est qu'on laissait rentrer les Prussiens et après les Allemands, si jamais ils voulaient nous attaquer, on les laissait entrer et puis après, on refermait sur eux le piège. Les Allemands, on va voir, ont tourné le problème. Donc, il y avait même des forts dans l'Est, et puis il y en avait aussi sur la côte, notamment sur la côte atlantique. Ensuite, je suis désolé, j'ai mon chien qui est là. Hey, allez. Excusez-moi pour l'interruption. Donc, les plans militaires français. Après la guerre de 1870-71, évidemment, il a fallu reconstruire. On a vu qu'il y a eu un système défensif, mais il fallait aussi faire des plans. Alors, des plans d'abord de restructuration, de recréation de l'armée française, parce qu'elle avait été complètement battue en 1870-71, et puis des plans défensifs. Alors, aucun plan français entre 1871 et 1914 ne vise à attaquer les premiers, ni même à reconquérir les provinces perdues. Il n'est jamais question de reprendre ce qui a été perdu, du moins pour l'état-major français. Hein, parce qu'après une défaite comme celle de 1870, les militaires n'avaient absolument pas envie de recommencer une guerre. Évidemment, l'opinion politique, les mouvements nationalistes, etc., eux pensaient toujours à l'Alsace, etc., les Alsaciennes avec leur coiffe noire en pleurs et tout. Bon. Mais l'armée n'avait pas du tout prévu ça. Elle avait quand même prévu des plans militaires, puisque en 1914, le plan de guerre est appelé le plan 17, ainsi appelé parce qu'il est le 17e plan depuis 1871. Les plans sont renouvelés tout le temps, parce qu'il y avait une course à l'armement, il y avait une course
aussi à la colonisation. Chaque pays voulait coloniser une partie du monde, enfin chaque pays européen. Ensuite, il y avait une course à l'armement naval, etc. On était vraiment dans une période de compétition incroyable en Europe. Voilà. Alors le plan 17, il prévoit surtout un regroupement rapide des armées françaises à la mobilisation générale sur la frontière de l'Est, donc en gros de Sedan, à peu près là où il y a marqué 5e armée, jusqu'à Belfort. En fait, c'est la frontière allemande, à l'exception, le Luxembourg était indépendant, mais les Français se doutaient qu'en cas de guerre, les Allemands y interviendraient. Alors, on voit ici la ville de Metz, qui était donc française et puis qui est devenue allemande. C'était la région fortifiée la plus forte du monde. Il y avait des forts partout, des forts ultra-modernes. Oh, je suis allé un peu trop loin. Des forts qui étaient cachés sur les hauteurs, dans les bois, on ne les voyait pas. Enfin, c'est des forts qui restent encore aujourd'hui, qui sont extrêmement intéressants à visiter si vous le pouvez. Il y en a au moins un qui est facile à visiter. Je vous le conseille, il y a des bénévoles qui l'entretiennent, qui font même tourner des toiles et tout, c'est assez extraordinaire. Passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire le début de ce qu'on peut appeler la bataille d'Alsace en 1914. Alors, dès le 7 août 1914, l'armée française entre en Alsace. Elle s'empare de Thann, qui était tout près de la frontière, c'est en partant de Belfort. Hein. Parce que, en fait, la seule façon d'arriver rapidement en Alsace, c'est par la trouée de Belfort. Belfort, bien que faisant partie du Bas-Rhin, n'avait pas été annexé en 1871, parce que, comme on l'a vu au tout début, le colonel d'Enfer Rochereau avait continué la lutte jusqu'au bout, et la place forte n'était pas tombée entre les mains des Allemands. Donc c'est la seule partie d'Alsace qui était restée française, et comme c'était trop petit pour encore s'appeler le Haut-Rhin, on lui a donné un nom qui est toujours le même, le territoire de Belfort. Donc l'armée française attaquant par le sud, elle se trouve à Thann, qui est une ville quasi frontière. Et puis, dès le 9 août, elle entre dans Mulhouse. Alors, c'était la joie, l'image d'Épinal là, qui représente la liesse des habitants de Mulhouse, le drapeau tricolore qui est devant l'hôtel de ville et tout. Ça a duré une journée, puisque malheureusement, pour les Français, le lendemain, l'armée allemande s'est approchée tellement près que les Français sont tirés. Ils n'avaient pas les effectifs nécessaires. Peut-être qu'ils pensaient que devant la prise de Mulhouse, les Allemands se retireraient. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, dès le 11, ils sont entrés le 7 dans l'Alsace allemande, et dès le 11, la première armée française repasse la frontière. Et le 18 août, parce que ça la foutait quand même mal aux yeux de l'opinion publique et même de l'opinion internationale, que la libération de Mulhouse ait duré qu'une journée. Donc, le 18 août, le général Joffre, qui commandait l'armée française, a formé une armée en Alsace, enfin une armée dite armée d'Alsace, pour reprendre l'offensive vers Mulhouse d'une part et vers Colmar en passant par les vallées vosgiennes. Donc l'armée française se rapproche une seconde fois de Mulhouse, mais alors le 22 août, toute offensive est suspendue parce que la situation dans le nord est d'une gravité exceptionnelle. On va voir pourquoi. Voilà, ça c'est le plan Schlieffen, le premier plan Schlieffen, celui de 1905, celui de 1914 a été légèrement modifié, je vais vous expliquer comment. Donc le principe, comme les Allemands se doutaient que l'armée française serait regroupée entre Belfort et Verdun,
où il y a toute une zone fortifiée très solide qui a été construite, et ben, les Allemands ont trouvé la parade, c'est de passer par la Belgique. Très bien, sauf que la Belgique est un pays neutre. Donc, normalement, les Français s'étaient dit, ils ne passeront pas par la Belgique. Il y avait quand même des places fortes à Lille et à Maubeuge, mais elles n'avaient pas été modernisées, c'est-à-dire qu'elles étaient encore en maçonnerie. Les forts étaient en briques, donc contre les canons modernes, ils n'avaient strictement aucune chance. Voilà. Donc, les Allemands, le principe, c'est que les armées de l'Est, qu'on voit sur la carte, 6e, 7e, 8e armée, sont là pour fixer l'armée française. Elles font semblant d'attaquer ou elles attaquent réellement, mais sans intention de pénétrer très profondément, parce que le gros de l'armée allemande, les forces les plus importantes, sont massées au nord, première, deuxième et troisième armée allemande. Le principe est simple, donc la diversion faite vers Nancy et Verdun va attirer l'armée française à l'est. De toute façon, elle avait l'intention de se placer là. Et donc, par un grand mouvement tournant, l'armée allemande va contourner. Mais alors, le plan Schlieffen prévoyait vraiment un mouvement extrêmement large, puisque les troupes allaient quasiment jusqu'au bord de la Manche, passaient par Rouen, Évreux, et se rabattaient jusqu'en Bourgogne. Donc, c'était franchement un plan extrêmement ambitieux. Et ce plan de Schlieffen, les Allemands ont eu peur de le mettre en vigueur. Donc, et le plan qui est le plan modifié en 1914, il est beaucoup plus court, puisque on peut dire que, en gros, tout le monde est décalé, c'est-à-dire que la première armée s'est retrouvée à la place de la deuxième armée. Le mouvement tournant existe, mais il est beaucoup plus court. Et bon, ça va mal se passer pour les Allemands d'avoir abandonné le plan Schlieffen original. Pourtant, on dit que Schlieffen, sur son lit de mort, avait déclaré, on comprenait mal ce qu'il disait, et il aurait dit ses dernières paroles, c'était renforcer l'aile droite. L'aile droite, c'est la première armée, c'est celle qui devait faire tout le grand tour. Elle n'a pas été renforcée. Enfin, revenons-en au 22 août 1914. L'armée française a été sacrément surprise parce que les Allemands ont mobilisé très vite, et notamment, ils ont mobilisé leur corps de réserve, c'est-à-dire ce n'était pas leur armée d'actifs, c'était leur armée de réserve, c'était des hommes jeunes, mais pas des jeunes de 20, 22 ans, c'était des hommes un peu plus âgés, jusqu'à 25, 26 ans. Ils ont constitué leur corps de réserve, et grâce au corps de réserve, ils ont réussi à envahir la Belgique, ce qui a été la surprise générale, parce que les Français disaient les Allemands n'auront jamais les effectifs pour engager un mouvement tournant. Et si, ils ont eu les effectifs pour engager ce mouvement tournant. Et donc, quand les Français s'en sont rendus compte, les Allemands étaient déjà très avancés en Belgique. Alors, il y a une partie de l'armée française qui est remontée en catastrophe vers le nord. Et c'est là que s'est livrée la bataille des frontières, où les Français ont été totalement surpris par l'armement allemand, surtout par les mitrailleuses. On avait des mitrailleuses, mais nous, on les utilisait surtout pour la défense des forts. Les Allemands les emmenaient avec eux sur le terrain. Et donc, les contre-attaques françaises ont toutes été battues, noyées dans le sang, on peut dire, hein, puisque le 22 août 1914, dont je parlais tout à l'heure, l'armée française
a perdu 22 000 tués. Pour une seule journée de combat. Alors 22 000 tués, ça veut dire au moins 4 fois plus de blessés. Donc ça veut dire qu'en une journée, 100 000 hommes avaient disparu. C'était une véritable catastrophe. Donc il n'était plus question d'essayer d'attaquer vers Mulhouse. Leur pli français s'est fait vers Paris et Verdun, en fait, entre Paris et Verdun. Et les Allemands, s'ils avaient écouté Schlieffen, auraient pu passer là comme ça jusqu'à Rouen. Il n'y avait absolument personne euh, euh, pour les en empêcher. Il n'y avait pas d'armée. Hein. Toute l'armée était réunie entre Paris et Belfort. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et dans le mouvement tournant, certaines armées allemandes ont avancé plus vite que d'autres, notamment celles qui avaient le mouvement le plus court à faire. Elles ont avancé plus vite que là, c'est marqué deuxième armée, mais donc dans le plan modifié, c'était devenu la première armée. La première armée, elle passe comme ça. Elle passe à l'est de Paris. Oula. Et c'est en passant à l'est de Paris que la garnison de Paris attaque. Alors, elle avait pas de quoi détruire la première armée. Mais par contre, les combats ont fixé la première armée qui n'avançait plus. Pendant ce temps-là, les autres armées continuaient à avancer vers le sud, mais il y avait un espace de plus en plus grand, une brèche où il y avait personne. Une brèche donc s'est créée entre les armées allemandes, et c'est là que, oh là là là, c'est là que l'armée française a contre-attaqué, c'est ce qu'on appelle la bataille de la Marne. Donc, les Allemands étaient pris de panique parce qu'ils se sont dit on va se faire détruire notre première armée et ensuite toutes les armées vont être détruites les unes après les autres. Donc, ça a arrêté net l'avance allemande. Les Allemands se sont pliés et puis le front s'est fixé. Le front s'est fixé en gros sur l'Aisne, à peu près de Soissons aux abords de Reims, et puis après vers Verdun et tout. Le front s'est fixé là. Ici, il ne s'est pas fixé, il n'y avait rien, il n'y a pas de troupes, ni de troupes allemandes, ni de troupes françaises et anglaises. Donc les premières tentatives au mois de septembre de percer le nouveau front allemand, il s'est installé sur les hauteurs. Elles ont toutes échoué. Et donc, petit à petit, le front est devenu complètement statique. Et à partir de fin septembre, les Français vont essayer de contourner les Allemands en passant à l'ouest. Alors, ils lancent des attaques qui sont arrêtées. Les Allemands essaient de les contourner. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. Les Allemands, donc, essaient de contourner. Les Français essayent à leur tour. Les Allemands, et comme ça on remonte, chaque armée s'annule. Ça se termine aux abords d'Ypres en fin octobre, où les Allemands lancent leur dernière grosse offensive pour essayer de percer le front une bonne fois pour toutes, et puis ça échoue contre l'armée anglaise. Et ensuite le front, ils arrivent au bord de la mer, terminé. Le front est fixe. Donc là, on est en novembre, décembre. Les Français, évidemment, les Allemands espéraient gagner rapidement, mais après, ils n'ont pas gagné rapidement, mais ils occupaient une bonne partie, ils occupaient une grosse partie de la France, surtout le nord, etc., qui était économiquement très important. Ils se sont dit, on peut attendre. Par contre, les Français ne voulaient évidemment pas attendre, et dès le début du mois de décembre, le général Joffre a pensé à lancer de nouvelles offensives. Certaines ont été lancées dès le mois d'octobre, novembre,
dans la Somme, etc. C'était une horreur, c'était très mal préparé, c'était un bain de sang. Et après, une grande offensive a été prévue le 25 décembre. Pourquoi le 25 décembre? On ne sait pas pourquoi cette date. Peut-être qu'ils espéraient surprendre les Allemands le jour de Noël. Alors, cette vue représente la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Hartmannswillerkopf, qui est ici, là où j'ai le curseur. Il est surplombé par des sommets plus importants, le Molkerein. Il y a aussi le ballon Guebwiller, maintenant on appelle ça le grand ballon, qui sont plus hauts, qui sont plus hauts, mais l'Hartmannswillerkopf, c'est le plus proche de la plaine d'Alsace. Donc, a priori, il est intéressant pour observer, etc. Mais au début, le 25 décembre, pour l'offensive du 25 décembre, le gros de l'effort français sera fait au sud, c'est-à-dire en direction de Cernay, qui est la ville où les Allemands ont regroupé leurs effectifs les plus... C'est le verrou de la plaine d'Alsace pour les Allemands. Donc, les Français veulent attaquer dans la plaine d'Alsace, vers Cernay. Et pour avoir des vues sur ce qui se passe en Alsace, il est décidé d'envoyer des troupes des chasseurs alpins s'emparer de l'Hartmannswillerkopf. Alors voilà la double attaque. Donc une progression très lente et coûteuse vers Cernay, c'est le trait noir que j'ai ajouté là sur la carte. Les Allemands se doutaient qu'ils allaient attaquer par là. Donc chaque village est défendu et l'avance est très très lente et les pertes très très élevées. Par contre, dans la montagne, il n'y a pas d'Allemands. Donc rapidement, un bataillon de chasseurs, le 28e bataillon de chasseurs à pied, réussit à arriver au pied de l'Hartmannswillerkopf et ils envoient quelques éléments au sommet. Ils y sont le 25 décembre, il ne se passe rien. La bataille qui a lieu dans la plaine ne les concerne pas vraiment, mais les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait qu'il y avait des Français en haut de l'Hartmannswillerkopf et ça leur plaisait évidemment pas puisqu'on a vu que c'était une position vraiment dominante. C'est pas une bonne position pour lancer une attaque parce qu'il faudrait dévaler de la montagne et comme on voit ici au rocher, c'est extrêmement abrupt. Mais par contre, il y a des vues jusque très loin, hein, par beau temps, on voit évidemment jusqu'à Strasbourg, on voit très bien la forêt noire. Bon, voilà. Et si l'armée française réussit à établir des pièces d'artillerie, elle pourrait tirer dans la plaine d'Alsace, ce qui serait évidemment très gênant. Alors, les Français sont arrivés le 25 décembre et ils ont rapidement construit quelques petites fortifications. Alors, blocos des chasseurs alpins, il ne faut pas imaginer que c'est un blocos comme ceux du mur de l'Atlantique. Hein. C'est un blocos fait avec des rondins de bois, etc., qui ont été coupés sur place. Donc, il y a deux fortins. Il y en a un, alors, il y a la coupe et puis la vue aérienne, si on peut dire, la vue du dessus. Donc, il y a deux fortins. Et puis, il y a le rocher qui est une position dominante. Les Allemands l'encerclent, donc ils passent comme ça, par les deux côtés, par le nord et par le sud. Et puis, en fait, ils sont pas assez nombreux. Les chasseurs alpins contre-attaquent. Bilan de 19 Français et 24 Allemands mis hors de combat. Oui, c'est vraiment une escarmouche. Quand on pense que le 22 août, il y avait eu 22 000 morts, là, il y a 19 soldats tués ou blessés. C'est vraiment une toute petite escarmouche. Mais c'est le premier engagement sur l'Hartmannswillerkopf. Le 9 janvier,
comme les Allemands ont subi un échec, le 4, ils ont compris pourquoi. C'est-à-dire que il y avait pas assez, ils avaient attaqué avec des effectifs insuffisants. Et puis pour les Français aussi, il y a eu une leçon, c'est qu'il fallait renforcer absolument les positions du Hartmannswillerkopf, dont l'abréviation est HWK. Donc, ils envoient une compagnie complète, ce n'est pas encore beaucoup, une compagnie à l'époque c'était 250 hommes, et dont 2 sections, c'est-à-dire la moitié, est envoyée au sommet. Alors, cette peinture qui a été faite plus tard dans la guerre, mais qui est très intéressante. Alors, plus tard dans la guerre, on voit qu'ils n'ont plus l'uniforme du début de guerre, ils ont l'uniforme bleu horizon qui est apparu fin 1915. Donc, c'est plus tard dans la guerre. Mais alors, on voit donc c'est un abri français au sommet de l'Hartmannswillerkopf. Dans le fond, c'est le grand ballon qui est entre les mains françaises, mais au pied, là, il y a la plaine d'Alsace, et donc les Allemands ne veulent pas tolérer que des Français puissent s'installer avec des si belles vues sur la plaine d'Alsace. Donc les Allemands, le 9 janvier, lancent environ 1000 hommes à l'assaut, des troupes du Landwehr. Alors, le Landwehr, c'est un peu l'armée territoriale, c'est loin d'être des troupes d'élite. Du génie, c'est pour faire sauter les différents obstacles. De l'artillerie qui tire depuis la plaine d'Alsace, mais alors pour tirer de l'autre côté du versant de l'Hartmannswillerkopf, pas facile. C'est pour ça qu'il y a 2 Minenwerfer. Les Minenwerfer sont, comme le nom l'indique, des lance-mines. C'est l'équivalent de mortier actuel, c'est-à-dire c'est un tir courbe. Ça permet de passer au-dessus de la montagne et de retomber de l'autre côté. Mais c'est encore un échec cuisant pour les Allemands, enfin beaucoup plus cuisant, puisque là, ils perdent quand même à peu près 120 hommes pour rien, puisqu'ils ne réussissent pas à prendre. Et les pertes françaises sont très légères, à peu près 10% des pertes allemandes. Alors, je regarde quand même l'heure, parce qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps. Ah non, ça va, ça fait... Non, 12, ouais. Ouais. Il faut quand même que je laisse un peu de temps pour d'éventuelles questions. Alors, après cet échec, les Allemands se renforcent, et notamment, il y a des troupes fraîches et puis des troupes d'élite qui arrivent, les Uhlans. Alors, les Uhlans, ça peut paraître étrange de les voir là, puisque les Uhlans, c'est de la cavalerie. Alors, qu'est-ce que fait de la cavalerie dans une montagne aussi escarpée? Eh bien, la cavalerie, elle ne fait rien, c'est-à-dire que les chevaux restent en bas et que les cavaliers sont obligés de se battre comme de l'infanterie. Là, on les voit au retour de... Ils ont pris un sommet à côté de l'Hartmannswillerkopf, le Lierzein, et donc ils ont réussi à isoler l'Hartmannswillerkopf, ce qui est intéressant parce que la troupe française qui s'y trouve étant isolée, elle va être plus facile à déloger. Il y a des combats importants du 19 au 21 janvier. Alors j'avais mis page 17-25 de mon livre parce que je voulais faire des citations, mais j'ai déjà pris tellement de temps que je n'ai pas tellement le temps de le faire. On voit là, c'est des photos de l'époque qui ont été prises aux environs de l'Hartmannswillerkopf. La photo à droite, c'est un chariot de l'armée française, hein, ça fait un peu diligence du Far West, mais c'est un chariot de l'armée française. Et puis à gauche, c'est un cimetière franco-allemand qui a été constitué durant la bataille, où les corps des 2 camps ont été réunis. Les tombes avec un petit toit étant les tombes allemandes, les croix sans petit toit étant les tombes françaises. Alors, pendant cette carte assez mal faite est tirée d'un journal de marche et opération d'une unité française, et elle montre alors ce qui s'est passé. Donc, on voit ici au sud le Hirnstein qui a été pris par les Allemands, et
là, en rouge, c'est des positions françaises, donc qui s'avancent comme ça. Et là, en bleu, c'est les Allemands qui ont réussi à s'infiltrer et à isoler complètement la garnison qui se trouve au sommet de l'Hartmannswillerkopf. Alors, il y a un petit texte que je peux lire. Ils étaient isolés et il n'y avait aucun contact, il n'y avait pas de radio, ils ne pouvaient pas envoyer de coursier avec un message. Donc, voilà, le 21 janvier, la première compagnie qui n'a pu être dégagée continue à résister sur l'Hartmannswillerkopf malgré les attaques et les bombardements. Dans le même temps, les Allemands attaquent la 6e compagnie à plusieurs reprises sans résultat. L'histoire officielle allemande donne un récit assez émouvant de la lutte des encerclés. Sur le sommet, donc ici, le clairon ne cessait de jouer le refrain du premier bataillon pour montrer que là-haut, on vivait toujours. De la direction de l'ouest, il y fut toujours répondu par un feu de mousqueterie des plus violents. C'est-à-dire que plus le clairon sonnait, plus l'armée française qui était là tirait sur les Allemands. L'écho des salves se perdit chaque fois sur les monts, sans que pour cela on se fût plus rapproché du but désiré. Donc les Allemands n'arrivent pas à prendre. Ainsi, le 21 janvier, bien consacré, la compagnie résiste encore, alors qu'elle a déjà refoulé un premier assaut allemand la veille. Le 22 janvier, le JMO, Journal des marches et opérations, du 28e bataillon de chasseurs alpins, annonce la nouvelle. Léger bombardement sur la 6e compagnie. Aucun bruit ni aucun coup de feu n'est plus entendu sur l'Hartmannswillerkopf, dont la garnison, au dire d'un prisonnier allemand, aurait été faite prisonnière. Suit alors la très longue liste des 164 disparus de la première compagnie, donc qui ont résisté pendant 3 jours, mais qui ont fini par succomber. Et pourquoi ils ont succombé? À cause d'un Minenwerfer, un seul et unique. Alors on voit que c'est un mortier assez énorme, ça pesait plusieurs tonnes. Alors pour les Allemands, pour le monter, alors il y avait des roues qui pouvaient se mettre à cet endroit-là, mais c'était un travail atroce pour les artilleurs allemands de monter ça à proximité, mais ils ont réussi à le mettre en place, un Minenwerfer. On entendait distinctement partir le morceau d'acier géant, on pouvait le suivre sur sa trajectoire, puis au point culminant, le voir se dresser verticalement, descendre, ensuite à une vitesse de plus en plus accélérée et éclater. Pareil à un bruit d'avalanche, le roulement monstrueux se répercutait alors dans les vallées. Les effets sur place sont terribles, comme l'écrit le général de Puy-Draguin, donc qui était un général de chasseurs alpins. L'abri du lieutenant Canavi, c'est celui au centre là qu'on a vu sur plusieurs cartes, est enfoncé, lui-même à la tête emporté par un obus. Le dépôt de vivres et de munitions est détruit. Le capitaine Gauss, donc Gauss de l'armée allemande, écrit à peu près la même chose. Dès le 3e projectile, un poste de commandement du Python avait été défoncé. 2 officiers furent trouvés tellement déchiquetés qu'ils étaient méconnaissables. Un autre fut grièvement blessé, un 4e légèrement atteint. Donc le général de Puy-Draguin poursuit. Le clairon sonne pour la dernière fois le refrain du 28e bataillon. Les survivants sont faits prisonniers. L'ennemi rendit justice à leur héroïsme en leur rendant les armes, et ses larmes à l'épaule droite, ils défilèrent dans les rues de Mulhouse. Donc le sommet est tombé, et la perte du sommet est vue comme un affront par le général Joffre, et il demande sa reconquête urgente. Le 27 février, après une lourde préparation d'artillerie, l'infanterie française attaque. Il y a toute une description, page 40 de mon livre, qu'on n'aura pas parce que j'ai mis trop de temps au début. Là, c'est une vue du sommet de l'Hartmannswillerkopf quand il est entre les mains des Allemands. On voit que ça descend assez vite vers la plaine d'Alsace. C'est même extrêmement abrupt. C'est très, très intéressant à visiter aujourd'hui parce que tous les vestiges allemands sont restés en place. Donc, il y a des tranchées, il y a des abris. On a un peu l'impression qu'ils sont partis avant-hier alors que ça fait plus de 100 ans.
Mars 1915, les offensives françaises sont victorieuses. J'ai mis une photo, un portrait, un beau portrait du général Joffre. Les Français lancent une nouvelle attaque le 7 mars. Les tranchées allemandes sont atteintes dans certains secteurs et parfois capturées, mais il n'y a aucune percée en profondeur. Le sommet est loin d'être pris. Ça, c'est pour le 7 mars. Mais évidemment, à cette époque-là, une attaque rate, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le lendemain. Apparemment, la vie humaine a assez peu d'importance. Donc, les combats se poursuivent sans être déterminants jusqu'au 22 mars où un nouveau régiment français entre. C'est plus des chasseurs alpins, c'est de l'infanterie de ligne. C'est le 152e régiment d'infanterie. Alors, cette vue est intéressante, elle a été prise pendant la guerre. C'est le versant français pour arriver au sommet, le sommet qui est là. Enfin, tout ça, c'est la crête. Vous voyez, ça monte de façon extrêmement abrupte. Les arbres ont petit à petit été abattus par les bombardements. Là, le soldat est en train d'amasser des obus pour des mortiers français. Alors, vous voyez la taille des obus, il en porte un sur l'épaule. C'est assez incroyable. Alors, voilà l'ordre qui est donné le 22 mars. Demain, attaque de l'Hartmannswillerkopf. Premier objectif, le nouveau blocos sur la crête, les tranchées qui s'étendent à droite et à gauche de ce point. Deuxième objectif, la deuxième ligne de tranchées allemandes à cheval sur cette crête. Donc, les progrès sont assez importants, mais insuffisants pour emporter le sommet. Il n'est plus qu'à 150 mètres des positions françaises. Et pour la première fois, les Français ont réussi à capturer plus de 200 soldats allemands. Alors, 26 mars 1915, grande nouvelle, la mémorable affaire de l'Hartmannswillerkopf, qu'on voit dans le journal L'Excelsior. L'attaque française a réussi. Donc, la conclusion de l'attaque est donnée par le Hauptmann Gauss. Quand la nuit fut venue, il était devenu évident que les Français avaient remporté un succès. Ils ne s'étaient pas seulement emparés du sommet du Hartmannswiller, mais ils avaient déferlé bien au-delà. La ligne allemande formait maintenant un vaste rentrant qui, après avoir contourné le Siegelrücken, longeait horizontalement le versant oriental, remontait de 50 mètres vers le rocher Panorama. Bon, je vous passe les détails, mais l'ennemi avait conquis un observatoire idéal. Sa vue plongeait profondément dans toute la plaine de Lille, c'est-à-dire la plaine d'Alsace, et plus loin, dans les eaux scintillantes du Rhin. La voie ferrée de Colmar aux cheminées de Mulhouse se trouvait sous le feu de ses canons. Bon, les Allemands sont furieux et ils vont évidemment attaquer à nouveau. Ils attaquent en avril, le 25 avril 1915, la garde impériale. Alors là, ça rigole plus, c'est l'élite de l'élite qui attaque. Après une préparation d'artillerie très précise, les Allemands attaquent à la tombée de la nuit. La bataille est très confuse du côté français. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'arrière. Il n'y a aucune nouvelle. Et pourquoi il n'y a aucune nouvelle? Parce que, en fait, les troupes qui tenaient le flanc du 151e RI, c'est-à-dire des troupes qui se trouvaient de part et d'autre de l'Hartmannswillerkopf, ce n'étaient pas des troupes, c'était des territoriaux. Et quand ils ont vu l'attaque allemande, eh ben, ils se sont enfuis purement et simplement. Et en pleine nuit, le 152e RI a été encerclé. Donc les pertes sont très lourdes, puisqu'il y a peu de tués, mais alors la plupart des hommes ont été capturés. Il y a 13 tués, 12 blessés, 14 officiers disparus et 786 hommes disparus. Donc, il y a plus de 800 hommes qui ont disparu en une nuit, donc presque tous faits prisonniers. Et puis, surtout, le sommet est repassé entre les mains. Cette vue est prise à Mulhouse. Elle montre le grand défilé de tous les prisonniers allemands, puisqu'ils sont 800. Et les Allemands étaient friands, évidemment, de ce genre de photos de propagande. On voit que la photo est prise le 26 avril à Mulhouse. L'été est calme,
L'été est calme. Alors, j'ai mis une photo bucolique avec un petit âne qui transporte un truc pas du tout bucolique euh, euh, dans son panier en osier. C'est un gros obus pour un Minenwerfer. L'été 1915 est calme à Hartmannswillerkopf, car les attaques se succèdent un peu plus au nord, au Collet du Linge, ou Lingekopf, où les Français tentent en vain de débloquer la situation en passant par les hauts, puisqu'ils ne réussissaient pas à passer dans la plaine d'Alsace. Il fallait passer par la montagne carrément, donc la vallée de Münster et celle de Kaisersberg. Et ça a échoué complètement. C'est tout un autre sujet, mais c'est aussi un champ de bataille extrêmement intéressant à visiter qui s'appelle le champ de bataille du Linge. Alors, on s'approche de l'issue. Le 21 décembre 1915, les Français reprennent le Hartmannswillerkopf. Donc, entre les combats d'avril 1915 et le 21 décembre, il ne s'est rien passé. La bataille avait lieu plus au nord. C'était devenu un secteur relativement calme. Et donc, les Français ont mis le paquet. Donc, on retrouve notre général de Pouidraguin. Malgré un très mauvais temps et des tempêtes de neige suspendant toute activité en haute montagne, la préparation de l'opération est poursuivie activement par la 66e division. Des terrassements pour batteries lourdes, dont une de 370, donc là c'est carrément un canon énorme, sont construits en pleine montagne. 8 camps de baraques sont édifiés, des approvisionnements en vivres et en munitions portés à pied d'œuvre. De leur côté, les Allemands, à qui l'importance de nos préparatifs n'avait pas échappé, renforcent leur défense. Ce n'est que le 21 décembre que l'attaque peut être lancée. La préparation d'artillerie commence à 9h15 et à 12h15, l'attaque se déclenche et c'est un succès. Le 152e RI, qui avait été reconstitué, reprend le sommet du Hartmannswillerkopf. Mais la victoire qui a été obtenue très vite, après une très bonne préparation d'artillerie, malheureusement, elle se transforme en catastrophe dès le lendemain, puisque les troupes françaises sont submergées. Trop sûres de leur victoire, les troupes françaises laissent vides les tranchées allemandes conquises la veille. Donc, ils ont pris non seulement le sommet, mais ils sont redescendus le long du versant, pas jusqu'en bas, mais de plusieurs centaines de mètres. Et ils ne sont plus occupés des tranchées allemandes qui avaient été conquises. Et les Allemands en ont profité pour s'infiltrer à la faveur de la nuit. Et puis, d'un seul coup, le régiment il s'est trouvé encerclé parce que les Allemands avaient réoccupé leurs tranchées. Et en plus, il était écrasé sous les obus qu'il frappait de face parce que le versant oriental de l'Hartmannswillerkopf, il donne sur la plaine d'Alsace. Alors là, l'artillerie allemande pouvait tirer sans aucune difficulté. Donc c'est un désastre complet puisque aucune des troupes victorieuses de la veille ne revient. Il y a eu 80 tués, 540 blessés, 1400 disparus. Donc le régiment a été complètement laminé en une seule journée alors qu'il avait emporté le succès. Alors, en fait, c'est là que devant cet échec, ce énième échec, finalement, le haut commandement français dit stop, on arrête. Donc, ils vont rester au bord du sommet, à quelques dizaines, 100 mètres maximum du sommet, mais donc ils sont à l'abri, parce qu'ils sont à un endroit où les obus ne peuvent pas tomber, puisqu'ils sont masqués par le sommet, et puis les Allemands ne peuvent pas non plus s'amuser, même en tir courbe, ils ne peuvent pas s'amuser à tirer pour que ça retombe juste derrière, parce qu'ils ont autant de chances de toucher leurs propres troupes que les troupes françaises. Donc, à partir de décembre 1915 et janvier 1916, la bataille s'interrompt et il n'y aura plus de bataille de l'Hartmannswillerkopf jusqu'à la fin de la guerre. Alors j'ai mis quelques images, mais je vais les montrer très vite, parce que si vous voulez poser des questions.
Si, ça va être bien, ça va être pile poil. Pile poil. Ça, c'est actuellement l'entrée de la nécropole nationale. Donc, ensuite, ça, c'est les tombes françaises. Ici, c'est le sommet de l'Hartmannswillerkopf. Ici, on voit très bien la plaine d'Alsace. Hein. Dans le fond, c'est la forêt noire. On voit que ça avait quand même un intérêt, du moins comme poste d'observation, très important. De là à dire qu'on pouvait lancer une attaque pour conquérir la plaine d'Alsace, non, parce que c'est complètement abrupt. Voilà un abri français. Alors, bon, pas Jojo. Il est au sommet. C'est un des abris qui a été capturé en décembre 15. Un autre. On voit les paysages absolument magnifiques. Il y a encore des débris de chevaux de frise. Bon, là, il y a encore un petit abri, des barbelés. Alors, le monument, là, c'est le monument du 28e bataillon de chasseurs alpins. Il a été construit à l'endroit où était le premier abri dont on a parlé au début, qui a été pris et repris, puis où le clairon a sonné jusqu'à ce qu'il soit encerclé, et puis que sous les coups du Minenwerfer, tous les officiers soient tués qui se rendent. Là, c'est une tranchée française avec un poste d'observation blindé. Ici, c'est le même monument que celui que vous voyez. Là, c'est un abri allemand, c'est bien costaud, grand. Il y en a plein sur le versant oriental, c'est absolument incroyable. Ils sont en bon état. Un autre, Festeux, grosseur Herzog, ça veut dire abri du Grand-Duc. Alors, c'est fait en pierre, mais alors, on voit que c'est revêtu de béton. Les Allemands se sont toujours installés là comme pour y rester indéfiniment. Les abris français étaient uniquement provisoires parce qu'il ne fallait pas que la troupe considère qu'on pouvait laisser les Allemands là. Et donc, il fallait attaquer, attaquer, attaquer. On voit que c'est le plafond là tient avec des traverses de chemin de fer, etc. Bétonné, c'est du très très costaud. Ça, c'est la croix qui se trouve tout au sommet. Et c'est tout. Donc, Très j'ai bien, fini. merci. Bon, c'était très intéressant à écouter et puis à voir aussi pour les cartes, les photos. Oui, parce que sans carte, on n'y comprend rien de toute façon. Hmm. Alors, Donc, si vous avez des questions parmi les participants, normalement, vous pouvez réactiver votre micro. Vous pouvez aussi lever la main normalement apparaître. dans les réactions. Alors moi, j'avais aussi une question par rapport au cimetière que vous avez montré. Est-ce que Oui. ce sont que des soldats français qui ont été tués lors de cette bataille sur le Hartmannswillerkopf ou il y en a d'autres qui ont été tués lors de d'autres combats dans le coin? Vous aviez Non, parlé par exemple du ouais. linge. Non, alors les morts du Linge ne sont pas là. Hein. Ils sont Hmm. à côté du Linge. Donc, le Linge, commune d'Orbais, c'est, je sais pas, une quarantaine de kilomètres plus au nord. Là, c'est que des soldats français tués à l'Hartmannswillerkopf, mais il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont enterrés ailleurs, notamment à côté des hôpitaux qui étaient installés à l'arrière. Hein. Les plus grands cimetières se trouvent à l'arrière. On a ramené les corps, on a ramené les blessés, parfois, alors vous imaginez, sur un champ de bataille complètement dévasté, il fallait transporter les blessés dans des terrains escarpés. Ils arrivaient en très piteux état, hein, que ce soit les blessés français ou les blessés allemands de l'autre côté. Il y a un cimetière aussi pour les Allemands. Oui,
Alors, c'est du côté de Cernay, il y a des grands cimetières allemands. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Euh, Est-ce qu'il y avait eu des soldats alors français et allemands jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'en Oui, 1918? oui, oui, il y avait Même des s'ils ne se soldats. battaient pas? Non, non, ils se battaient. Enfin, il y avait toujours des coups de main. Alors, des coups de main, c'est-à-dire qu'on allait voir dans les tranchées allemandes ou dans les tranchées françaises si c'était les mêmes unités ou pas. Parce que ça avait un intérêt, c'était d'essayer de prévoir si une attaque allait se déclencher ou pas. Mais enfin, à partir de 1916, il y a bataille de Verdun, bataille de la Somme, ensuite le chemin des Dames, c'était des batailles gigantesques avec des moyens énormes, l'apparition des chars et tout. L'Hartmann-Sullerkopf, il n'y a jamais eu un seul char. C'est Ouais. tellement difficile d'accès. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des combats d'une telle intensité pour une petite montagne qui en fait, ne servait à rien. C'est ça qui est Oui, triste. parce que finalement, ils l'ont abandonné, mais c'est... Ouais. Ils ça l'ont n'a abandonné. pas abouti. Non, ce qu'ils ont fait à juste titre en janvier 1915, dire allez, on arrête les attaques, ça ne sert à rien. Ils auraient mieux fait de le faire Mm. euh, dès le début de la bataille. Oui, et d'ailleurs, il y a Régis M qui dit, au final, cela a été une boucherie pour pas grand-chose. Bah oui, Oui, que ce soit c'est pour les Allemands ou les Français. exactement. Une boucherie pour rien. Et au linge, pareil. En fait, tous les combats d'Alsace n'ont servi à rien. Et j'ai C'était trouvé pendant votre conférence bah, la photographie où il y avait le cimetière ah oui, franco-allemand. Alors je oui. m'interrogeais sur les relations justement entre les Allemands et les Français à ce moment-là pour pouvoir enterrer leurs morts. Généralement, pas toujours, mais pour enterrer ses morts, il y avait des trêves qui étaient consenties. Voilà, c'est plus long. Ah, Euh, je crois que c'est la 15. la 15. Ah oui, c'est ça, il y a deux photos. Oui. Donc, bah oui, on laisse, comme les tués restaient dans le no man's land entre les tranchées, si personne n'allait les chercher, les corps pourrissaient, c'était atroce. Bon. Donc, généralement, une trêve pouvait. C'était pas toujours. Ça dépendait des commandants sur place, hein. Mais souvent, il y avait des trêves et ben, les corps, ben, Ouais, on les pour ensemble. pouvoir honorer leur mémoire aussi. Voilà. Ou alors, quand l'avance, par exemple, quand les Allemands ont reconquis définitivement le sommet, il y avait des corps français, ah ben, ils les ont enterrés dans un cimetière avec leurs propres morts, hein. Ce qui D'accord. explique qu'il y a des cimetières de double nationalité. D'accord. Autrement, j'avais noté deux questions. Oui. Est-ce qu'on a retrouvé des témoignages d'habitants de Mulhouse ou des environs concernant bah, ces batailles, l'intensité, puisque la population n'était pas évacuée à Mulhouse? Non, 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 bien sûr que non. Elle n'était pas du tout évacuée. Oui, oui, il y a des témoignages qui existent, hein. Beaucoup même des civils, c'est d'ailleurs conservé aux archives départementales le plus souvent. Et ils racontent. Mais en fait, à part en août 14, quand les Français sont arrivés, euh, il y avait la bataille qui se déroulait à 20 km de chez eux, mais leur vie était normale, hein. Ah oui, c'est Ils quand même pouvaient- étonnant. C'est comme à Paris, là, qui était à 80 km du front. Ouais. Paris, les gens ont vécu comme s'il n'y avait pas la guerre, quoi. C'est un truc qu'on a vraiment du mal à imaginer maintenant. Mm. Oui, parce que on avait le bruit, enfin, pas forcément tous les jours, mais ça devait faire quand Oui, même oui, mais les beaucoup gens s'y d'intonation. habituaient. Mais oui, Les gens s'y habituaient. Mais si on veut faire un parallèle rapide, quand on voit la guerre en Ukraine actuellement, euh,
on voit des images à Kiev, les gens vivent normalement. Oui, c'est vrai. De temps en temps, on voit Zelensky qui se bat dans les rues et des immeubles qui ne sont pas touchés, hein. Et puis, on voyait des photos cet été en Crimée, les vacanciers russes sur les plages. Enfin, C'est vrai. ça m'a vraiment fait penser. En plus, ça ressemble pas mal parce que c'est quand même une guerre essentiellement statique qui se passe en Ukraine. Euh, Mm. c'est un peu le même principe que la guerre de 14, hein. La guerre de 14, au début, c'était la guerre de mouvement, et puis à un moment, bah, ça s'est arrêté. Pourquoi, en fait? Essentiellement parce qu'il n'y avait plus de munitions. Jamais personne n'avait imaginé qu'une guerre puisse dépenser autant de munitions. Et d'un seul coup, en septembre, bah, il n'y avait plus de munitions, ou très peu. Et là, en Ukraine, on voit, il n'y a plus de chars. Parce que Zelensky en demande, l'armée ukrainienne avait quand même 1900 chars, elle n'en a plus. Et les Russes ont perdu aussi des quantités de chars énormes. Il n'y a plus, il y a Mm. plus, il y a plus de matériel. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'enterre. On s'enterre dans les tranchées, s'enterre, on s'isole dans les villes, etc. Et puis, on voit les combats là, qui ont lieu actuellement. C'est des combats terribles pour prendre un village, pour prendre une ville. Ça ressemble par beaucoup d'aspects à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, mais oui, vous faites bien de le dire. Et il y avait aussi l'idée qu'il fallait faire une guerre courte, donc on n'avait pas envisagé une guerre avec déjà C'est ça. plusieurs mois et encore moins plusieurs années, dans un camp comme dans l'autre. Bah, c'est clair que personne n'imaginait, puisque les soldats qui sont partis au mois d'août, ils imaginaient qu'ils allaient rentrer, c'était surtout des agriculteurs, enfin, il y avait l'armée française, la France était encore un pays avec beaucoup de paysannerie, et ils imaginaient qu'ils allaient rentrer à temps pour la moisson. Et en fait, bah non. Ils Mhm. ne sont pas rentrés pour la moisson, ils ne sont pas rentrés à Noël, ils ne sont pas rentrés. Enfin, c'est une guerre qui a surpris tout le monde. Et puis qui s'est aussi arrêtée d'une façon très surprenante, parce que en août 1918, ou même septembre, personne n'imaginait, j'ai lu pas mal de témoignages de soldats, aussi bien anglais, français ou allemands, personne ne s'imaginait que la guerre d'un seul coup allait s'arrêter 3 mois plus tard. Mais alors, absolument personne. Là, la guerre en Ukraine, on ne sait pas comment ça va se terminer. Je défie quiconque Oui, de c'est pareil. le savoir. Si ça se trouve, ça peut se terminer dans 3 mois. C'est bien, on sait. Alors, il y a une question de Régis. Combien de Oui. morts au total de part et d'autre? Bah, alors, il y a beaucoup moins de morts que ce qu'on a écrit après-guerre. Parce que après-guerre, on lit des chiffres qui sont délirants, du genre 10 000 morts. Mais non, il n'y a pas eu 10 000 morts. C'est beaucoup moins. C'est quelques milliers de morts, hein. C'est pas la bataille de Verdun, hein. Ça n'a strictement aucun rapport. C'est quelques milliers de part et d'autre, hein. S'il y a eu 10 000 morts en tout, c'est possible, hein, 10 000 morts en tout, mais pas plus. Tandis que la bataille de Verdun, il y a 160 000 morts français, 140 000 morts allemands, ça fait 300 000 morts. Là, c'est 10 000. Vous voyez la différence. Mm. Ça n'empêche que ce qu'ont vécu les soldats, là, ça a été terrible. Mais la bataille du Linge, c'est encore pire, parce que ouais, la bataille du Linge, ils savaient qu'ils allaient au massacre. Ah oui, Alors, c'était ah ouais, ah, c'était sûr, parce que c'était impossible. Les positions allemandes étaient tellement bonnes, elles surplombaient tellement le champ de bataille que les types qui sortaient de la tranchée, mais ils étaient quasiment sûrs de se faire tuer. C'est horrible, horrible. j'ai été visiter le site du Linge justement. Donc on Oui, comprend tout de suite avec la pente euh, oui, le c'est danger c'est- immédiat. oui, c'est phénoménal, hein, Mm.
on se demande comment ils ont réussi à arriver à s'accrocher au sommet. Oui. Bon, là, l'Hartmann-Zullerkopf, c'est un petit peu pareil que quand même, c'est pas aussi escarpé. En tout cas, ce qui est D'ailleurs, intéressant, vous avez vu, enfin, vous avez montré des photos à la fin oui, des restes. Est-ce qu'ils ont fait des reconstitutions ou c'est vraiment d'origine? non. Alors, ils les ont peut-être retapés un petit peu, Oui, euh, mais c'est d'origine, hein. Et il y a un d'accord. endroit qui se trouve pas très loin du Lynch qui s'appelle la Tête des Faux. C'est au-dessus du site du lac Blanc, du lac Noir. Et euh, quand on y va maintenant, alors tout est resté dans son jus complet. Et c'est incroyable la quantité de blocos allemands, d'abris, de trucs, mais c'est phénoménal. Il y en a partout. Et ils ont juste été abandonnés après la guerre. Et c'est vraiment fait pour rester. Des trucs Et on parfois. peut aller comme ça marcher. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai On n'a fait. pas besoin de guide. Non, non, on n'a pas. Enfin, il faut monter en haut de la tête des Fosses, c'est à 1200 mètres d'altitude. Ouais. Faudrait pas y aller seul parce que si on tombe dans le fond d'un bunker, Ouais. c'est assez horrible. Et à l'Hartmann-Zullerkopf, j'ai fait euh, tout le versant allemand d'en bas jusqu'en haut, mais c'est incroyable aussi. Mm. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la Suisse lipique. Les Allemands appelaient ça la Suisse lipique. Il y a un escalier, mais un escalier interminable qui a été construit par les Allemands dans la pierre, dans le grès des Vosges, du haut jusqu'en bas. C'est une sorte de tranchée, mais qui est un escalier sur presque 1000 mètres de dénivelé. C'est un truc phénoménal. Ah oui, Le nombre de marches. on doit bien Ah oui, sentir les muscles. ah oui, oui. C'est très, très intéressant. Il y a de quoi y passer du temps sur le site Mm. aussi. D'ailleurs, je crois qu'ils ferment une partie de l'année. Oui, oui, oui. Ah bah, oui, parce que tout simplement, la route est fermée à cause de la Oui, neige. c'est ça, d'accord. On ne peut pas y aller. Au Linge, c'est pareil. Là, en ce moment, c'est fermé. Euh, la route est fermée. Oui, Et l'hiver, je pense. puis, voilà. Après, Alors, au printemps, attends, ça rouvre. Je ne sais plus quand ça rouvre, en mars, fin mars ou début avril. d'accord. Et, euh, à la Tête des Faux, là, à côté du lac Blanc, j'y suis déjà allé l'hiver. On peut y aller en ski de fond ou en raquette. Et Oui. il y a un cimetière militaire français qui s'appelle le cimetière du Chêne. Alors, c'est un endroit complètement isolé au pied de la Tête des Faux, construit au milieu des sapins. Et des fois, la neige est tellement épaisse que il reste 5 cm de croix. Ah oui, en Ah oui, effet. oui, c'est vraiment très, très étonnant à voir. Et enfin, c'est un endroit très émouvant et très impressionnant et très beau. En général, tous ces champs de bataille dans les Vosges sont dans des endroits magnifiques, hein. C'est pas comme. Oui, on a vu les photos. C'est des beaux paysages. Ah oui, c'est des très beaux paysages. Ouais. Mhm. Mais il n'y a pas d'endroit dangereux comme on peut entendre dans la forêt de Verdun, par exemple, où on peut avoir des Non, obus. non, j'en ai jamais entendu parler dans les Vosges. Alors, je ne sais pas si ça a été particulièrement bien déminé, mais il n'y a pas eu la même densité de bombardement qu'à Oui. Verdun. Je connais évidemment aussi très bien le site de Verdun. Là, il en remonte tout le temps, hein, des Mm. obus. Ça peut être dangereux. Et puis, il y a des gens qui fouillent, bien que ce soit formellement interdit. Il y a des gens qui fouillent, c'est évidemment très dangereux. Mm. Tous les ans, il y a bien quelqu'un qui se fait sauter, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mm. Sur tous les sites de la Première Guerre mondiale. C'est, Mm. mm. Et puis, alors, en plus, les explosifs sont devenus instables.
Et puis alors le pire, j'avais lu un reportage, il y avait deux personnes qui avaient ramené des obus à gaz et ils ont voulu les ouvrir. Alors, ils ne savaient sans doute pas que c'était des obus à gaz, seulement il y avait encore du gaz dedans et ils sont morts asphyxiés. Ça doit être particulièrement atroce. Oui. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, que ce soit dans le fil de discussion ou vous ouvrez le micro pour poser directement les questions? Dans ça, je peux expliquer comment j'ai écrit le livre, à partir de quelle source. Je sais pas si ça peut Oui, vous pouvez, oui. S'il n'y a pas de questions, hein. S'il y a des questions, je répondrai aux questions. Bah, s'il y a des questions, bah, vous pouvez les poser dans le fil de discussion dans ces cas-là et on les reprendra juste après. D'accord. Donc, alors, quand on travaille sur la Première Guerre mondiale, le document d'archives de base, c'est aux archives de l'armée, hein, c'est les journaux de marche des unités. Alors, pour l'armée française, c'est facile à trouver. En plus, c'est très bien classé. Et puis, ils ont été mis en ligne sur le site Mémoire des hommes. Donc, pour tout régiment ou bataillon de chasseurs, on peut trouver chez soi, sur le site Mémoire des hommes, on trouve tous les journaux de marche du premier au dernier jour de la guerre. Certains sont extrêmement détaillés, ça dépendait de la personne qui le tenait, hein. C'est toujours un officier, mais certains sont très laconiques et d'autres sont extrêmement détaillés. Et puis après, il y a des témoignages qui sont parus après-guerre qu'on trouve, moi, depuis le temps que je m'intéresse à ça, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de bouquins. Bon. Après, on peut en trouver en ligne aussi parce que il y a des témoignages qu'on trouve dans des archives municipales ou dans des archives départementales où ça peut être mis en ligne. Du côté allemand, tout l'équivalent était détruit à la fin de la guerre en 1945 par un bombardement aérien allemand sur la ville de Potsdam à côté de Berlin où les archives militaires ont brûlé. Ah. Donc il n'y a plus un seul document de ce genre. Par contre, les Allemands ont écrit après-guerre des histoires, des historiques régimentaires, alors qu'ils sont incroyablement fouillés, qui font 200 ou 300 pages sur chaque régiment. Donc, en fait, ça vaut probablement... C'est pas aussi bien qu'un journal de marche qui est écrit au jour le jour et où c'est pas enjolivé comme peut l'être un historique régimentaire. Mais en général, les historiques allemands sont plutôt honnêtes et reconnaissent la valeur de l'adversaire, ne serait-ce que il vaut toujours mieux dire que son adversaire se bat bien, parce que si on est en triomphe, c'est qu'on est plus fort que lui. Ouais. Ils sont enfuis au bout de 3 coups de fusil. C'est moins glorieux, bon. Donc, mais c'est très, bon, voilà, c'est très bien fait. Et il y a des sites en Allemagne où ces historiques ont été numérisés. Alors, il y a le handicap de la langue, et puis il y a le handicap de l'écriture, parce que c'est écrit en gothique. Alors, bon. Il faut apprivoiser. Alors, le gothique d'imprimerie, ça va, enfin, on s'y fait assez rapidement. Par contre, le gothique manuscrit qu'on peut trouver sur certains documents, alors là, c'est impossible. Je ne comprends même pas quelles lettres sont écrites. Et puis après, il y a une somme énorme qui a été réalisée par l'armée française. Ça s'appelle les armées françaises dans la Grande Guerre. C'est l'histoire officielle à partir de documents. Et il y a 110 volumes qui font entre 300 et presque 1000 pages. Alors, vous voyez, c'est un truc monumental. J'ai réussi à en acheter à peu près la moitié.
C'est devenu totalement introuvable. Alors, il y a des annexes. Les annexes, c'est des ordres, des retransmissions d'ordres, des comptes rendus, des trucs. Enfin, on s'y perd, hein. On s'y perd, mais bon, c'est intéressant. Et puis, pour chaque période, il y a des cartes. Il y a de très, très nombreuses cartes. Et ça, c'est très intéressant parce que sans ça, on n'y comprend rien. Surtout que les combats comme ça qui se déroulent sur un petit périmètre, évidemment, on ne connaît pas les noms des lieux-dits, on ne connaît rien. Donc, la carte est indispensable. C'est pour ça que je vous ai montré pas mal de cartes. Oui, pour se rendre compte, c'est par rapport aux frontières, au front, Ouais. c'est bien de comprendre quand même avec des cartes. Sinon, c'est difficile. Oui, sinon c'est difficile et puis ça devient barbant parce qu'il faut bien dire quelque chose, c'est que la littérature militaire, c'est un truc extrêmement barbant. Moi, j'essaie de rendre ça, enfin, vous l'avez lu le livre, vous avez vu que Oui, j'essaie de rendre ça quand même intéressant parce que c'est assez avec beaucoup clair. de témoignages, Mm. je fais un truc clair avec beaucoup de témoignages pour que ce soit intéressant. Et puis les photos aussi permettent de se plonger dedans facilement. Oui. Et Et alors, même se rendre compte justement des types d'armes, oui, voilà, oui, parce c'est qu'on ne connaît intéressant. pas a priori. Euh, et pour en revenir aux cartes, il y a un phénomène qui s'est produit dans les états-majors, un phénomène particulièrement dévastateur d'ailleurs, c'est que à force de regarder des cartes extrêmement précises sur un périmètre petit, eh ben, on a l'impression qu'une avance de 10 mètres ou de 20 mètres, c'est une grande avance parce que, voilà, mais à l'échelle du pays, c'est rien. Ce qui fait qu'on considérait une victoire, on prenait une maison, on prenait un truc, c'était considéré un village, on considérait ça comme une victoire énorme, alors qu'en fait, c'était rien. Parce que si on regarde ça sur une vraie carte, qu'est-ce que Voilà. c'est que la perte ou la reconquête du village de Fleury devant Douaumont à Verdun? Mais c'est rien, c'est Mm. rien. Mais il faisait une fixation sur les cartes comme ça, à une échelle qui ne prenait pas en compte l'échelle, quoi, petit à petit. Ce qui fait Ouais. que des victoires qui apparaissaient importantes sur une carte, en fait, étaient des victoires insignifiantes. Mm. Quelques dizaines de mètres parfois. Mm. Voilà, quelques dizaines de mètres. On pouvait faire tuer 100 ou 150 soldats pour quelques dizaines de mètres, oui, bien sûr. Mm. Parce qu'ils n'avaient plus de notion de l'échelle. C'est quand même. Et il y a la fameuse phrase du général Joffre en 1915 euh, pour expliquer pourquoi il n'y avait pas d'avance, pourquoi ça s'éternisait. Il disait: je les grignote. Ça Ouais. voulait dire ce que ça voulait On dire. comprend bien, ouais. Bien. Mais le grignotage, il a coûté très, très, très cher à l'armée française. Mm. L'état-major allemand se disait: mais c'est pas possible qu'ils subissent de telles pertes et qu'ils continuent à attaquer. Et ils n'ont pas compris qu'à la fin, ils ont perdu la guerre. Ils n'ont pas compris parce qu'il y a Mm. eu tellement de pertes. Oui, c'était une guerre d'usure en même temps. Une guerre d'usure. Alors la France s'est complètement usée. Après l'Angleterre, qui avait pour ainsi dire pas d'armée, ils ont appelé des volontaires. Il y a quand même eu 1 million de volontaires pour aller se battre dans les tranchées en France, chose incroyable. Mm. Et après, comme ça ne suffisait plus, ils ont mis la conscription. Donc après, c'est les Anglais qui ont eu des pertes terribles. Bataille de la Somme, premier jour, 20 000 tués, 60 000, 40 000 blessés. Bon, et puis tout à fait à la fin de la guerre, parce que l'intervention américaine n'est pas déterminante sur le terrain, enfin, elle arrive trop tard, mais c'est les Américains qui se sont fait tuer dans les dernières semaines de la guerre, mais des pertes effrayantes. Mhm. On dirait que chaque armée n'avait pas compris. Elles arrivent les unes après les autres et tirent Mm. aucun enseignement de ce qu'ont subi les précédentes. C'est quand même assez incroyable, mais ça s'est fait comme ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a les plus grands cimetières américains en Europe qui sont justement liés à la Première Guerre mondiale. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut croire avec le débarquement en Normandie. Oui, 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 il y a eu beaucoup plus de tués dans ce qu'on appelle l'offensive Meuse-Argonne,
qui a été lancé en octobre 1918 et qui a duré un mois pour gagner. Enfin, c'était plus la guerre de position, c'était la guerre de mouvement, mais c'était une guerre de mouvement extrêmement lente, hein, puisqu'en un mois, ils ont dû avancer de 80 km sans réussir à percer le front allemand. Le front allemand reculait, mais il n'a jamais été percé par les Américains, il n'a jamais été percé. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire de coup de poignard dans le dos d'Hitler, de propagande nazie en disant que en fait, l'armée allemande n'était pas battue, que c'était la révolution, les socialistes qui avaient fait perdre. En fait, c'est une illusion parce que l'armée allemande était au bout du rouleau. Hein. Oui. L'offensive, il y avait une offensive alliée prévue au printemps 1919. L'armée allemande aurait été littéralement écrasée. C'est clair. Voilà ce que je peux dire. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. Alors, il y avait quelqu'un qui devait partir, mais qui mentionnait que ce serait très intéressant à refaire sur un autre lieu de bataille. Alors, peut-être que vous aurez d'autres ouvrages à présenter sur la Première Guerre mondiale ou la Deuxième. J'ai écrit énormément. En tout cas, moi, j'en serais ravie. Après, je ne sais pas si vous en avez d'autres de prévus à sortir. J'en ai sorti énormément donc, sur beaucoup de sujets donc, des deux guerres mondiales. Donc, c'est vous qui me posez. S'il y a un sujet qui vous intéresse, bon, il y a Verdun et des trucs comme ça que je peux faire si ça intéresse les gens. Sans ça, sur la Seconde Guerre mondiale, aussi beaucoup écrit. Il y a aussi des combats en Alsace en 1945 qui sont très intéressants. Il y a l'offensive des Ardennes en 1944. Et il y en a un autre là qui est en cours d'écriture ou Oui, plus tard. il y en a toujours qui sont en cours d'écriture. C'est mon métier, hein, puisque j'ai jamais eu d'autre métier que d'écrire. Surtout comme journaliste, hein, parce que vivre seulement de ses livres, il n'y a pas grand monde qui arrive. Il arrive, mais j'ai toujours écrit sur l'histoire, donc comme journaliste, toute ma carrière. Le prochain, c'est sur quoi? Oui, c'est sur l'offensive allemande en juin 1940 de la Somme jusqu'à la Normandie, quoi. Très intéressant. Après Dunkerque, la bataille a continué. Et la bataille a continué avec comment dire, l'armée française était dans un état numérique enfin, catastrophique vis-à-vis de l'armée allemande, mais on a essayé de tenir donc la ligne Végan sur la Somme, puis la ligne de la Somme a été enfoncée, les Allemands sont descendus vers Rouen, etc. Et après, il y a eu des combats sur la Seine autour de Rouen jusque Vernon, etc. Et puis après, la Seine a été franchie. Les Français ont essayé de se rétablir sur l'Eure. Et puis l'Eure a été franchie. Et c'est ça que je vais raconter. Alors, bon, c'est une série de défaites françaises ou anglo-françaises, parce qu'il y avait encore quelques troupes anglaises. Tout le monde n'avait pas. Tout le monde n'était pas reparti par Dunkerque parce qu'une partie de l'armée anglaise n'avait pas été encerclée. Donc, mais c'est des combats très, très peu connus et c'est extrêmement intéressant. Donc, ce serait intéressant de les mettre en lumière avec ces conférences. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir ici sur les visioconférences des Clionautes. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous aussi. Et je vous enverrai aussi le lien de l'enregistrement. Et vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube des Clionautes. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous et merci aux participants. Oui, bien sûr. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.